Il y a un moment, et il vient assez vite, où vous ne savez pas qui est le groupe qui s'affiche en lettres rouges au fronton de l'Olympia. Vous n'en avez jamais entendu parler et vous vous en foutez royalement. Il y a un moment où le visage de l'égérie Chanel en 4x3 dans le métro ne provoque aucun stimulus dans votre cerveau, si ce n'est une admiration distraite pour la géométrie de ses traits. Vous ne le reconnaissez pas, néant. Il y a un moment où des pans entiers du langage vous échappent. Il y a un moment encore où les jeunes générations vous semblent déguisées dans la rue, vous les regardez amusés, comme un sujet exotique, plaisant et lointain. Arrive ce moment où vous vous êtes lentement extrait du bruit du monde, où vous vous rendez compte que vous vous êtes lentement extrait du bruit du monde, que vous vivez dans le confort d'une réalité parallèle, votre propre réalité, figée, façonnée selon vos goûts et vos envies, mais hermétique aux pulsions de la société. C'est en général à partir de ce moment-là que vous commencez à parler d'avant. Vous développez une empathie inédite pour des choses que vous n'aviez jusque-là pas remarquées. Vous portez sur votre entourage un regard empreint de nostalgie, comme si celui-ci était menacé d'une destruction prochaine. Avant, pourtant, reste votre présent, mais vous pressentez qu'il appartient déjà au passé, car vous-même avez subtilement glissé. Et si vous parlez d'avant, vous parlez aussi de maintenant, comme si ce n'était pas de votre temps qu'il s'agissait, comme si maintenant était étranger, halogène, comme si maintenant n'était pas un bien commun à tous les vivants, mais un privilège réservé à d'autres que vous ne comprenez plus. Depuis le premier incident, Serge avait apporté un certain nombre d'extraits des bandes de caméras de vidéosurveillance gravées sur DVD qu'il laissait sur le bureau d'Hélène dans une enveloppe Kraft accompagnée d'un commentaire, généralement un mot ou une courte expression. Épique. Mégalocomique. 4 étoiles pour le final. Mérite une médaille d'or au JO. Hélène regardait ces vidéos le soir, une fois sa journée terminée, après s'être assurée que personne ne viendrait la déranger. Elle y pensait souvent et s'était surprise à les désirer, ces enveloppes et les précieuses chorégraphies aux grains noirs et blancs qu'elles contenaient. C'était pour elle chaque fois un ravissement. La créativité d'Homero sur son autolaveuse ne cessait de l'émerveiller. L'homme était brillant d'inventivité et d'adresse. Elle aimait qu'il paraisse totalement dépourvu d'amour-propre. L'entrain qu'il mettait à ses célébrations burlesques était tout à fait candide. Submergé par la beauté qui l'entourait, Homero lui dédiait un hymne chorégraphié, sincère et spectaculaire, de plus en plus audacieux. Depuis quelque temps, il avait trouvé le moyen de bloquer la pédale de l'autolaveuse et cette trouvaille avait grandement élargi le champ de ses possibilités. Il pouvait à présent se tenir debout sur le siège en cuir, comme un cavalier de Zingaro sur la selle de sa monture. Toujours équipé de son antique baladeur clipsé à sa ceinture et d'un casque audio, il se dressait sur une jambe, l'autre repliée comme celle d'un flamant rose, pendant que l'engin continuait sa course entre les divinités gréco-romaines. Il rattrapait la direction in extremis pour éviter une collision certaine avec un angelot ou une naïade, tout en effleurant les marbres d'une paume caressante. Le plus impressionnant, c'était quand, débarrassé de ses chaussures, il sautait hors de la machine en marche pour se laisser glisser sur le sol parfaitement ciré, les mains cramponnées au volant. Tracté de cette manière, il effectuait quelques figures,
comme un skieur nautique sortant du sillage, rapprochant ou éloignant son centre de gravité de la carcasse de métal lancée à pleine vitesse. Puis, libérant une main, il adressait aux statues des gestes courroucés ou amicaux en fonction de ses interlocuteurs. Ainsi, un groupe guerrier recevait des signes vindicatifs, tandis qu'une Vénus voluptueuse récoltait des volées de baisers langoureux. Parfois, en prenant appui sur ses avant-bras, il bondissait par-dessus le siège de la comaque, jambes jointes et tendues, pour se retrouver de l'autre côté, tel un gymnase qui survole son cheval d'arçon. Cela donnait à la scène des allures de corrida où l'autolaveuse serait un taureau buté et Homéro son matador intrépide. Hélène en tremblait d'inquiétude. Les cascades de plus en plus périlleuses avaient raison de ses nerfs, mais la grâce avec laquelle elles étaient effectuées lui arrachait des exclamations à voix haute, des « ah » d'allégresse et des « oh » d'étonnement. Pourtant, Hélène ne pouvait se résoudre à le laisser agir ainsi. Si Serge se décidait à en parler à quelqu'un d'autre, elle risquerait son poste pour ne pas avoir empêché cette mascarade. Elle soupçonnait Serge d'avoir un béguin pour elle. Il était évident qu'il prenait un certain plaisir à lui faire parvenir ses vidéos et à les commenter, des cadeaux en quelque sorte pour se rappeler à son bon souvenir. Il lui semblait toutefois qu'il attendait quelque chose en retour. Peut-être une invitation. Et ça, c'était compliqué. Sans être un mauvais bougre, Serge était aussi lourdingue que son ex Patrick, et elle considérait qu'elle avait suffisamment consacré de temps à ce genre de type, à l'humour gras et collant, pour savoir désormais que ce n'était pas pour elle. Mais enfin, elle devait se montrer ferme. La menace que ces acrobaties faisaient peser sur les œuvres était réelle. Cette situation n'était pas tolérable. Le technicien avait royalement ignoré son avertissement et continuait à faire le clown pendant ses heures de travail, même si, en dépit d'une méthodologie peu orthodoxe, le dit travail était parfaitement réalisé. Il fallait que cela cesse. Elle n'avait pas très envie de le convoquer de nouveau dans son bureau. La première fois n'avait rien donné. Au fond, elle craignait d'être désarçonnée par sa candeur juvénile et la profonde bonté qui émanait de son être. Elle aurait pu en parler à la hiérarchie d'Homéro, mais elle n'était pas certaine de vouloir avoir son licenciement sur la conscience. Elle décida plutôt qu'elle irait le surprendre en plein délit. Elle prit l'habitude, en quittant son bureau vers 21h, d'aller jeter un œil dans les salles des statues. Elle le voyait sur sa machine, concentré sur sa tâche, tirant des lignes appliquées le long des murs. Une fois, il avait senti sa présence et avait relevé la tête pour lui adresser un sourire qui lui avait retourné, un peu gêné d'avoir été aperçu en train de le surveiller. Un soir de novembre, elle le surprit enfin. Après avoir effectué un tour méticuleux de la salle pour cirer abondamment sa surface, Homéro avança sa monture au milieu de l'espace. Il manipula son baladeur, marqua une pause religieuse, prit une grande inspiration, une inspiration d'athlète de haut niveau, et s'élança. Le voir en vrai était autrement plus spectaculaire que sur un écran. C'était aussi bien plus inquiétant. Quand Hélène visionnait les vidéos sur son ordinateur, elle savait, consciemment ou non, qu'il n'était rien arrivé de néfaste aux œuvres dont elle avait la responsabilité. Cette fois, en direct, elle vivait avec le ventre noué de peur les trajectoires erratiques de l'autolaveuse. Devant le portique des cariatides, sur leur regard impassible, et celui d'Hélène terrifiée, l'engin, basculé sur 2 roues, effectuait des tours serrés sur lui-même, gitant comme un voilier dans le vent, un voilier en perdition, pris dans l'œil d'une tornade ou les remous concentriques d'un tourbillon. Un grand cri perça la galerie. L'autolaveuse retomba sur toutes ses roues dans un bruit mat, et Homéro retira aussitôt son casque. Mue par son instinct profond, Hélène s'était précipitée devant Silène portant Dionysos, qu'elle avait cru un instant menacée, pour les protéger de ses bras en croix. Le temps s'était brutalement figé, leur chair s'était immobilisée, comme les statues avoisinantes, et elle pouvait lire la stupeur sur son visage. « Homéro, vous aviez promis !» Il baissa la tête, honteux.
Hélène ne dit rien de plus. Elle le fixait intensément. Alors, lentement, il se redressa. Il leva les yeux et les plongea dans ceux d'Hélène, et tout en maintenant ce regard direct et doux, il tendit la main vers elle. Il eut un flottement, un moment suspendu et précaire, puis Hélène se vit répondre à son geste, sans qu'elle l'ait vraiment décidé. Leurs doigts s'effleurèrent, et tandis qu'une vague frissonnante lui parcourait l'échine, il lui vint l'idée qu'Homero avait sciemment trahi sa promesse, qu'il lui avait adressé toutes ses célébrations par le médium des caméras de vidéosurveillance à dessein, sachant bien qu'elle les verrait. D'ailleurs, peut-être qu'en ce moment même, au PC3, Serge se gondolait derrière ses écrans, ou qu'il tirait franchement la gueule. Elle s'en fichait. Il faisait nuit dehors, et l'aile entière était déserte. En maintenant le contact fragile de leurs dernières phalanges, tel un aimant, Homero la tira vers la machine. Il haïssa près de lui, puis comme il avait fait dans son bureau, lui posa son casque sur les oreilles, et tout en la rassurant d'une expression bienveillante, il redémarra l'autolaveuse. Alors, elle comprit que ce spectacle n'était pas seulement destiné à être vu, il était fait pour être vécu. Les statues tourbillonnaient autour d'eux et les envolées vivaldiennes les animaient de toutes les intentions que leur avaient vouées les mains qui les avaient sculptées. Ici, de leur point de vue mouvant, elles prenaient vie. Les figures de marbre retrouvaient l'élasticité des modèles qui les avaient inspirées. Les seins galbés se soulevaient de désir. Les bras s'enroulaient sur les tailles comme des lianes et les doigts resserraient leurs étreintes. Les satyres dansaient, les faunes tumultueux grimaçaient. Artémis courait légère aux côtés de sa biche. L'hermaphrodite soupirait sous la froide approbation des nymphes et des bacchantes. Le Gaulois blessé, héroïque, n'en finissait plus de voir le sang s'échapper de sa cuisse. Silène berçait Dionysos avec la tendresse d'une mère. Eros, agrippé au centaure, riait de ses vaines ruades. Et tandis qu'un infime souffle de vie traversait, frémissant, les côtes saillantes de Marsyas agonisant, le gros lézard indolent rampait sur son tronc, ignorant pour quelques instants encore qu'Apollon aurait sa peau. Avec souplesse, Homero manœuvrait dans la salle. Il tournait régulièrement son visage vers Hélène. Elle posa la tête sur son épaule et des larmes coulèrent sur sa joue. Le lendemain, elle trouva une enveloppe sur son bureau. Un commentaire l'accompagnait, écrit en capitale directement sur le papier craft, classé X. Une fois dans son compartiment premium, Aurélien déplia une couchette, organisa méticuleusement ses affaires et enfila un pyjama. C'était de plus en plus difficile d'en trouver, mais il aimait à dormir avec de la tenue. Claire voyait en cette habitude le signe qu'au fond, Aurélien était de droite.
Ils avaient parfois ce débat, et Claire, qui se considérait de gauche, cela ne faisait aucun doute pour elle, avait une idée très nette de ce qui était de droite et de ce qui était de gauche. Le pyjama pour les hommes était un marqueur incontestable d'appartenance aux valeurs de la droite. Aurélien avait demandé si ce n'était pas le cas pour tout ce qu'elle jugeait ringard, et Claire avait répondu que, bien sûr, cela avait à voir avec la ringardise, mais pas seulement, c'était plus subtil. Il fallait posséder un radar politique, elle l'avait sans aucun doute. Elle était capable de reconnaître un détail de quel côté de la balance penchait un quidam, un collègue ou un type à la télé. Regarde cet imprimé. Ce mec vote centre-gauche, c'est sûr. Ils avaient rarement l'occasion de vérifier. Et si ces signaux étaient peut-être évidents par le passé, il lui semblait qu'avec le temps, ils étaient de plus en plus difficiles à déchiffrer. De nos jours, on trouvait des écolos habillés comme des banquiers et des libéraux en haillons. Lui se considérait plutôt apolitique, même s'il se reconnaissait plus volontiers conservateur que progressiste. Il n'était pas pour autant libéral. Sur bien des sujets, il était hésitant. Mou, disait Claire. Aurélien s'était demandé si la Joconde était de droite. À cette question, Claire aurait exprimé un avis tranché. La Joconde est assurément de droite. Mais une Joconde restaurée, sûrement pas. Voilà le genre typique d'assertion dont elle était capable. Mais quid d'une Joconde restaurée pour des raisons marketing? Ces réflexions le laissaient perplexe. Le train se mit en branle. Le contrôleur passa dans chaque cabine, énonçant les recommandations d'usage sur les précautions à prendre contre les vols, lesquels, pensa Aurélien, faisaient indéniablement partie du patrimoine immatériel du voyage en train de nuit. Si les voleurs devaient disparaître, on en viendrait presque à en parler avec nostalgie. Il avait conservé un attachement particulier pour ce mode de transport qui avait accompagné ses périples d'étudiant. Il retrouva avec tendresse la sensation exquise de s'endormir bercé par le tac-tac-tac des roues sur les rails, ballotté au gré du roulis du train. Une multitude de signes auditifs se rappelèrent à lui. Le train de nuit est avant tout une expérience auditive. Le bruit ouaté du passage des tunnels et la subite décompression de leur sortie, les conversations des couloirs qui intriguent et inquiètent, les sifflets des chefs de gare qui parviennent jusqu'aux confins des rêves, le son d'un rire ou d'un éclat amoureux, peut-être celui d'un orgasme, le ululement bref et sympathique de la Micheline que l'on croise, auquel on répond, et la manière dont ce salut se dilue instantanément dans la nuit, emporté par la vitesse. Les coups bourrus du contrôleur contre la porte pour prévenir de l'arrivée imminente, l'agitation fébrile que l'on perçoit dans la cabine d'à côté, les roulements des valises dans l'allée, les premières paroles du jour. Comme le soleil déclinait,
Ils décidèrent de quitter la crique. Ils remontèrent les marches, puis le sentier côtier, et Aurélien se trouva subitement bien. Parvenus au sommet d'un petit promontoire, ils tombèrent sur un restaurant qui offrait un point de vue panoramique. Sur une terrasse, une douzaine de tables éclairées par des guirlandes accrochées à des oliviers entouraient une gargote couverte par un auvent. On y cuisinait du poisson grillé et des fruits de mer. Ils commandèrent une poêlée de langoustines, ainsi qu'un assortiment de poulpes et de coquillages. Les plats arrivèrent rapidement, apportés par une jeune femme dans la vingtaine, la moitié du crâne rasé. Un crop top laissait apparaître un piercing au nombril, un dauphin en métal argenté. Gaetano attaqua son assiette avec entrain. En habitué, il décortiquait les crustacés avec célérité. Tout occupé à sa tâche, sans lever la tête, il interpella brusquement Aurélien. « Alors, Aureliano, que fais-tu ici ?» Aurélien avait attendu 2 jours pour que cette question lui soit posée. Et maintenant qu'il y était confronté, il n'aspirait qu'à échapper à cette conversation. Il se racla la gorge. Gaetano ne le regardait pas. Il continuait à avaler les scampi goulûment. Il redemanda du Chianti à la serveuse et fit une allusion déplacée au cétacé étincelant qui cabriolait dans son nombril. La jeune femme haussa les épaules et leur tourna le dos. Aurélien rassembla ses esprits. « As-tu entendu parler du projet de la restauration de la Joconde ?» Gaetano sourit. « Bien sûr. Florence n'est pas si loin de Paris. Les bruits de couloir du Louvre me parviennent parfois jusqu'ici. » « Tu sais donc que nous avons lancé un appel à candidature. Pourquoi n'y as-tu pas répondu ?» Gaetano but une longue rasade et posa son verre. Il dévisagea Aurélien. « Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu allé chercher le vieux Gaetano pour ton entreprise de restauration ?» J'étais étonné de ne pas recevoir ton dossier. Le restaurateur dépiauta une langoustine méticuleusement, l'engloutit dans un féroce bruit de succion, puis se lécha les doigts avant de reprendre. « Qu'est-ce que c'est qu'un dossier, Aureliano? A-t-on encore besoin de dossiers? Tu me connais et c'est pour cela que tu es là. Je te ferai ton dossier. Giuseppina en fait toute la journée des dossiers, mais je voulais que tu viennes ici, que tu comprennes, que tu vois l'évidence. Il n'y a que moi pour restaurer la Joconde. Nous sommes issus de la même terre, Léonard et moi. La Toscane nous a fait, ses champs, ses vallons, sa lumière. Si j'avais envoyé un dossier, serais-tu venu? Non, certainement pas. Il rit. On ne serait pas là à se baigner nu dans les rochers, à manger des langoustines et des oursins. Mais maintenant que tu es venu, demain, quand tu rentreras chez toi, tu te souviendras de cette journée. Tu te souviendras de la vigueur de ma brasse, de nos conversations sur tous les génies que la Toscane a enfantés. Tu te souviendras que je suis l'un des leurs. Quelques jours plus tard, tu recevras le dossier que tu attends. Et dans la foulée, tu me choisiras pour effectuer la restauration, car c'est mon destin et c'est aussi le tien. Personne ne le veut plus que moi. Je le veux plus qu'Isabelle d'Este, son portrait par Vinci, plus que les encyclopédistes, la technique de Picot. J'ai le désir, Aureliano, mon désir est infini. Il est vaste comme l'univers. Je veux ressentir l'attente des gens. Elle ne me fait pas peur. Je veux embrasser leurs craintes. Je veux les rassurer, con il mio talento, comme on rassure un enfant. Je veux être un père, un sauveur, un salvatore. Tiens, reprends des moules.
Un soir, les déambulations d'Omero le guidèrent dans une des salles de la peinture allemande, déjà désertée par les équipes de nettoyage. Seules les œuvres étaient illuminées, qui se détachaient des murs anthracites comme autant de fenêtres dans un songe obscur. Il avançait à pas feutrés dans la lumière tamisée des veilleuses, fouillant les cimaises d'un œil avide. Il s'arrêta sur un petit portrait qui représentait une jeune femme assise dans un habit vert et écru, le front ceint d'une lourde coiffe brodée, et elle l'intrigua parce qu'elle tenait ses mains posées l'une sur l'autre dans la même position que la Joconde. Pour le reste, les deux tableaux étaient tout à fait différents. Il le contempla un moment. « Elle vous plaît ?» La voix avait surgi proche de lui. Tout entier absorbé par l'œuvre, il n'avait pas senti la silhouette glisser à ses côtés. Omero lui jeta un coup d'œil curieux. C'était une grande femme. Elle le dépassait bien d'une tête, cintrée dans un tailleur de velours. Il acquiesça, d'un hochement du menton. « Regardez comme elle est délaissée. Son cadre est toujours couvert de poussière. » Omero, par solidarité avec sa profession, baissa le front. Ils demeurèrent tous deux en silence. Il lança un deuxième regard dans sa direction. Il sembla à Omero qu'il l'avait déjà vu. Il examina de nouveau le tableau, puis il se tourna tout à fait vers elle et la dévisagea attentivement. Il s'approcha encore. Elle réprima un mouvement de recul. Le type était prêt. Visiblement, il n'avait pas intégré la notion de distance personnelle ou de périmètre intime. Celui de Daphné était devenu un no man's land qui n'avait cessé de s'agrandir au fil des ans et de sa progression dans la hiérarchie sociale, malgré les efforts de son sourire et de ses manières empathiques. À dire vrai, c'était une conquête satisfaisante à laquelle elle s'était habituée. L'envie de lui asséner d'une phrase sa position dans l'organigramme la démangeait, mais elle se retint. Elle pouvait entendre son souffle comme il pouvait entendre le sien. Elle tenta de ramener celui-ci à un rythme normal. Elle observa avec appréhension les mains de cet homme montées au contact de ses épaules, qu'il orienta face à lui d'un mouvement léger mais ferme. Son aplomb avait quelque chose de rassurant. Elle le laissa faire, étrangement hypnotisé. Il était petit. Ses yeux bordés de longs cils parcouraient ses traits comme un docteur qui vous ausculte. Il attrapa ses mains qu'elle tenait le long de son corps et, sous son regard incrédule, il les amena à lui et les disposa l'une sur l'autre, sa paume droite sur son poignet gauche, dans l'exacte position du modèle de Van Utrecht. Puis il tendit ses doigts vers son visage. Son pouls accéléra. Elle tressaillit et expira un souffle inquiet. Il leva le menton, il s'affairait, sûr de lui. D'une douce pression de ses phalanges, Omero orienta sa tête de trois quarts, réglant son inclinaison avec minutie, tout en jetant des regards réguliers à la peinture à côté d'elle. Ses gestes étaient précis, et Daphné s'y abandonna, docile. En ce moment même, elle était la jeune femme de Lübeck, cette fille dont elle ne savait rien et dont elle savait tout, parce qu'elle partageait les mêmes traits, parce que dans les yeux d'un autre, elle était son incarnation vivante. Et c'est exactement comme ça qu'on devrait ressentir les beaux-arts, sans bagage, sans cartel et sans discours, dans une expérience transcendantale et intime. Voilà ce qu'elle n'avait cessé de faire et de préconiser. Il fallait désencombrer le musée du lourd poids du savoir, l'ouvrir à tous les sens, à tous les vents du monde, à toutes ses âmes. Qu'importe si les bruits de couloir la décrivaient comme inculte et superficielle, obsédée par la performance et le pouvoir de l'image, qu'il la renvoyait sans cesse à sa prétendue ignorance. Chaque jour, grâce à elle, des foules toujours plus nombreuses vibraient d'émotion, et peut-être que certains venaient jusqu'ici, dans la salle 809 de la peinture allemande, attirés par leur soif de découverte, guidés par leur désir de rencontre, car c'était bien de quoi il s'agissait, de rencontre. Rencontrer n'est pas une histoire de connaissance, mais d'expérience. Et peut-être que parmi ces visiteurs,
Certains avaient accroché leur regard sur l'une ou l'autre de ces figures du passé et senti leur cœur s'emballer, porté par un élan d'amour inexplicable, de la même manière qu'elle avait jeté son dévolu sur cette jeune femme de Van Utrecht, dont elle ne savait rien et dont elle savait tout. Il se détacha, et elle eut envie de le retenir contre elle. Elle se tenait immobile. Elle fixait le point qu'il lui avait indiqué. Homero fit quelques pas en arrière. Il pencha la tête, satisfait. Puis il disparut dans la pénombre du musée endormi. Quand Aurélien rejoignit le petit groupe au pied de la victoire de Samothrace, Daphné était déjà là, avec la directrice des relations extérieures, ainsi que la chanteuse et la demi-douzaine de femmes qui constituaient son entourage. Un caméraman filmait, légèrement en retrait. L'artiste arborait une longue crinière rose, une combinaison aux reflets irisés et des chaussures effilées comme des poulaines. Blotti contre son sein, un animal au pelage clair qu'Aurélien reconnut être une hermine ou un petit furet, le même que Vinci avait représenté dans les bras de Cecilia Gaierani, le regardait d'un air cruel en passant à intervalles réguliers sa minuscule langue sur ses canines pointues. La jeune femme lui caressait nonchalamment la tête de ses ongles immenses. « She doesn't like men, my sweetie. » Aurélien recula d'un pas. « Let's go !» envoya la chanteuse avec autorité. Le conservateur guida le groupe dans l'aile des noms désertes. On avait retardé son ouverture pour éviter des bousculades et permettre à l'artiste de profiter des œuvres sans être importuné. Les gardiens se tenaient à distance, dans les oreillettes les consignes étaient claires, pas de demande d'autographe ou de selfie pour le personnel. Arrivé dans le salon carré où siègent les primitifs italiens, Aurélien montra Saint François d'Assise recevant les stigmates du précurseur Giotto. C'était une bonne entrée en matière. Sur un fond d'or, hérité de la tradition byzantine, Saint François, genoux en terre, paumes ouvertes, surpris, ébloui et peut-être même inquiet, recevait du Christ représenté en étrange séraphin les marques du supplice de la croix. Pour figurer l'opération, Giotto avait dessiné des rayons dorés reliant les mains et les pieds de Jésus à ceux du saint. Lasers. It looks like fucking lasers. Lâcha la chanteuse avant de tourner le dos au tableau. Aurélien hocha la tête. C'était une manière de voir les choses. Si la star lui avait laissé le temps, il aurait attiré son regard sur la composition en diagonale, opposant le monde des hommes et la sphère céleste. Il aurait fait remarquer la posture expressive inédite du saint auquel tout un chacun pouvait s'identifier. Il aurait expliqué que dans cette volonté de rendre accessible le sacré, dans cette recherche du réel au détriment de l'idéalisation, il y avait là les germes vivaces de la révolution humaniste. Et si on y ajoutait les intuitions du maître en matière de perspective, toutes ces caractéristiques, aurait-il conclu, faisaient de Giotto un pionnier et certainement le père de la Renaissance italienne. Il ne dit rien de tout cela. Le groupe s'était désintégré et déambulait dans la grande galerie, puis disparut subitement dans la salle des États. Aurélien, un peu vexé, les retrouva sans se presser. La chanteuse se tenait face à la Joconde. De part et d'autre, les 6 Amazones s'étaient réparties en arc de cercle le long de la rambarde de protection. Il hésita à se lancer dans un commentaire du tableau, mais l'Américaine posa son index sur ses lèvres violettes. Ils restèrent là un moment sans rien dire, quand elle imprima à sa colonne vertébrale une ondulation subtile, un frémissement qui naissait quelque part dans ses cuisses et se propageait vers sa nuque comme une brise sur un champ de blé. Les yeux dans la peinture, le corps parcouru d'une houle à l'amplitude croissante, l'artiste descendit lentement sur ses talons jusqu'à s'accroupir complètement avant de se redresser dans une oscillation serpentine dont la fluidité était interrompue d'à-coups et de tremblements, comme si cette généreuse enveloppe de chair abritait une armature mécanique. La tête, mobile au bout de son cou,
dodelinait de droite à gauche. Ses longs doigts déployés en éventail caressaient l'air d'une gestuelle nécromancienne. Autour, les jeunes femmes se balançaient comme un chœur gospel. Certaines envoyèrent quelques vocalises. L'hermine, juchée sur l'épaule de sa maîtresse, accompagnait le rythme de mouvement de sa queue à l'extrémité charbonneuse. Elle tournait de temps en temps vers Aurélien un faciès haineux. Prise entre l'œil avide d'un iPhone et celui bienveillant de la Joconde, l'américaine poursuivait une chorégraphie à la sensualité robotique, vaguement obscène, si l'intention n'apparaissait pas si pure. Dans l'étrange atmosphère qui était tombée comme une chape sur la salle des États, cette démonstration ressemblait davantage à l'offrande d'une prêtresse païenne qu'à une parade de boîte de nuit. La grâce se tenait là, quelque part entre la manucure extravagante, les cils papillons, la chevelure acide, les mouvements scandés de son corps, les brillances moirées du vêtement, la cambrure de Vénus. La grâce tenait tout ça ensemble. La fille du Bronx, au destin de Cosette, élevée dans des clubs de striptease, devenue l'un des visages de réussite de l'Amérique, confrontait sa propre célébrité à celle d'une dame de Florence, disparue il y a 500 ans. Ce n'était pas la première, mais si d'autres étaient venus se mesurer avec les chefs-d'œuvre dans une compétition d'ego, son hommage à elle était touchant de vérité et de candeur. Daphné chuchota à l'oreille d'Aurélien avec gourmandise « On va exploser les compteurs !» Derrière sa vitrine, bon public, Lisa souriait. La légende disait que, pour obtenir sa délicate expression, Léonard avait fait appel à des musiciens et troubadours qui jouaient sans interruption pendant qu'il la dessinait. Son sourire éternel devait aux artistes. Peut-être qu'il nécessitait parfois d'être entretenu par eux. La danse finit brutalement, comme elle avait commencé, et le musée replongea dans un silence religieux. La chanteuse se tourna vers Aurélien. C'était peut-être le bon moment pour prodiguer quelques explications sur la peinture. À peine ouvrit-il la bouche que l'hermine bondit de l'épaule de la jeune femme pour fondre sur lui. Il eut juste le temps de protéger son visage, les crocs du mustélidé s'enfoncèrent dans le gras de sa paume, la douleur vive lui arracha un cri, et l'animal effrayé disparut dans la grande galerie. En un instant, le groupe se disloqua. Une nuée d'Amazones en talons de 12 coururent comme elles pouvaient sur le parquet ciré, tandis que la star hurlait des « Come back, sweetie !» sans effet. Daphné avait dégainé son portable et instantanément, 6 membres de la brigade des pompiers du Louvre arrivèrent à la rescousse. On fouilla derrière les cartes d'Archimboldo, sous les banquettes bornes de Paulin. On répandit des boulettes de viande pour appâter la fugitive. Aurélien s'était fourré la plaie dans sa bouche et suçotait sa blessure sous le regard noir de l'Américaine. Après 1 heure de recherche, on dut s'avouer vaincu. L'hermine avait remporté la partie de cache-cache. La star pleurait maintenant sur un banc, et ses assistantes se pressaient pour lui offrir des mouchoirs. Aurélien se confondit en excuses. La bête finirait bien par revenir. On promit que dès qu'on la retrouverait, on l'enverrait à Los Angeles. En première classe. Tout à fait. Aurélien regagna son bureau avec une certaine lassitude, tandis qu'une foule désordonnée et bruyante reprenait possession du Louvre. Il songea que les chefs-d'œuvre n'avaient pas été conçus pour être observés dans les conditions du monde actuel. Quelque part, il devait admettre que le concept même du musée, en les offrant à la vue de tous, avait dénaturé la relation aux œuvres. À la Renaissance, les toiles ou panneaux peints dans l'intimité des ateliers étaient destinés à des endroits tout aussi confidentiels, pour la plupart réservés à de rares privilégiés, l'appartement d'un prince ou le réfectoire d'un couvent interdit aux laïcs.
Et quand ils étaient disposés dans des lieux accessibles aux communs des mortels, les fresques et les retables se donnaient dans le secret des flammes vacillantes de cierges, à la lueur faiblarde des vitraux, dans la ferveur et le mystère. Alors certainement, il y avait une incongruité à ce qu'aujourd'hui les œuvres se retrouvent scrutées sous toutes les coutures, détachées de tout contexte, diffusées à si grande échelle, dépliant leur vérité crue sous des flots de lumens ou sur des millions de pixels rétro-éclairés.